Si la France a inventé la formule du crossover moderne, la recette exacte qui est garée dans votre allée en ce moment, pourquoi Toyota possède-t-il le marché? Pourquoi BMW? Pourquoi Audi? Vous avez probablement déjà entendu l'histoire d'origine. L'Amérique l'a construit avec des trucks. Le Japon l'a construit avec des tout-terrains. BMW l'a construit avec le X5. Voici le problème. Rien de tout cela n'est vrai. Ces voitures ont résolu un problème complètement différent. Bien avant elles toutes, la France avait déjà construit presque tous les ingrédients. Le premier crossover moderne, 4 noms. La Matra Simca Rancho, la Renault Espace, la Scénic RX4, la Citroën Cactus. Chacune avait l'air ridicule au moment de son lancement, et chacune a été copiée par le reste du monde des années plus tard sous un badge différent. Voici l'erreur que tout le monde commet. Ils pensent que le crossover est une seule invention, née dans une seule usine, une seule année. Ce n'est pas le cas. La formule du crossover moderne est 4 questions d'ingénierie distinctes, résolues une par une, à des décennies d'intervalle, par 4 ingénieurs français différents qui n'avaient aucune idée qu'ils construisaient la même voiture. Chaque question est arrivée avant même que le reste de l'industrie sache qu'il fallait la poser. Et c'est la vraie histoire ici, parce que savoir la réponse en premier s'avère importer beaucoup moins que savoir comment la vendre. 4 questions, 1 SUV. Notez ça, parce qu'on va y revenir. La France répondait à la mauvaise question, au bon moment. Gardez cette phrase en tête, elle va revenir transformée. Commençons donc par le début. 1977. La Matra Simca Rancho. Et la première question que personne n'avait encore posée, comment vendre l'aventure sans construire un vrai 4x4? Sous le cladding plastique et la garde-sol surélevée, la Rancho cachait un secret. Traction avant, pas de boîte de transfert, pas de gamme courte. Sur le papier, elle avait l'air capable de gravir une montagne. En pratique, elle ne pouvait pas affronter un champ mouillé. Et c'est exactement le but. La Rancho n'a jamais été construite pour être un vrai tout-terrain. Elle a été construite pour en avoir l'air, depuis le siège du conducteur et depuis le trottoir. Et les acheteurs se fichaient que le hardware 4 roues motrices ne soit pas là. Ils se souciaient de l'image. 40 ans plus tard, regardez la moitié des crossovers sur toutes les routes aujourd'hui. Même formule, avoir l'air costaud, rouler haut, conduire comme un hatchback en dessous. La Rancho n'a pas inventé une catégorie de véhicules, elle a inventé un tour de vente, et ce tour paie encore les factures pour la moitié de l'industrie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, personne ne fait attention. L'Amérique vend encore de vrais trucks, le Ford Bronco, le Chevy Blazer, construit avec de vraies boîtes de transfert pour un vrai travail tout-terrain, parce que les acheteurs américains, en 1977, voulaient encore un truck qui pouvait faire ce qu'un truck dit pouvoir faire. Personne à Détroit ne regarde une petite marque française faire semblant avec un châssis Simca 1100. Mais ils auraient dû, parce que la France venait de trouver quelque chose qui aurait dû effrayer tous les constructeurs en Europe. Vous n'avez pas besoin de 4 roues motrices pour vendre la sensation de l'avoir. Il vous suffit du cladding plastique de carrosserie et du marketing qui va avec. La France venait d'inventer un nouvel ingrédient. Première question résolue. Et une deuxième frappait déjà à la porte. Comment offrir à une voiture familiale la position de conduite d'un SUV ? La Renault Espace arrive, et tout le monde se souvient d'elle pour les portes coulissantes et la forme de van qui n'est pas un van. Personne ne parle de la partie qui importait vraiment. Où vous étiez assis ? La position de conduite était plus haute que n'importe quelle voiture familiale sur la route. Meilleure visibilité sur la circulation, sur les haies, sur la voiture devant vous. Les familles le remarquaient dès le premier essai. Et voici le détail qui relie directement à votre allée aujourd'hui.
Les acheteurs de SUV paient actuellement une prime pour cette hauteur de siège exacte. Cette sensation de domination de la route ne venait pas d'un Range Rover, elle venait d'un monospace français. L'espace ne courait pas après la boue, le gravier ou la capacité de remorquage. Elle courait après le confort et la sensation d'être assis au-dessus de la route au lieu d'être enterré dedans. Et elle a trouvé cette réponse avant que quiconque ne commence à la chercher. Pendant ce temps, discrètement, un deuxième acteur entre dans l'histoire. L'Allemagne observe le même changement dans ce que les familles veulent. Mais l'Allemagne ne demande pas comment on construit ça. L'Allemagne pose une question complètement différente. Comment vendre du statut avec ça ? Cette question va importer beaucoup plus tard qu'elle n'importe maintenant. Maintenant, prenez ces deux idées et mettez-les dans une seule voiture. L'image d'aventure de la Rancho, la position de conduite de l'espace. Combinez-les et vous obtenez quelque chose qui ressemble beaucoup à un Nissan Qashqai, 10 ans avant que Nissan ne le construise. Un deuxième ingrédient, 2 questions résolues, et une troisième se formait déjà. Parce que se passe-t-il quand vous soudez ces 2 réponses dans une seule voiture ? Renault prend les 2 réponses et les soude dans une seule voiture, la Scénic RX4. Suspension surélevée, cladding plastique courant le long des portes et des passages de roues, style SUV, praticité familiale, le package complet. Et en dessous, le même tour que la Rancho. Pas de hardware, 4 roues motrices sérieux, pas de boîte de gamme courte, rien qui vous ferait vraiment monter une vraie montagne. Regardez la fiche technique et vous voyez exactement d'où vient chaque pièce. La garde au sol surélevée et le cladding, tout droit du playbook de la Rancho. La position de conduite haute et l'habitacle centré sur la famille, tout droit de l'espace. Ce qui est nouveau, c'est la forme, les proportions, la silhouette entière qui dit SUV, sans dire tout-terrain. Mettez un badge Nissan sur cette voiture et dites à quelqu'un qu'elle date de 2007. Il vous croirait sans sourciller. Alors pourquoi ce n'est pas la voiture dont tout le monde se souvient ? Parce que Renault ne l'a pas vendue comme si ça importait. La poussée marketing était faible, presque apologétique. Il n'y avait pas de badge premium attaché, pas d'histoire de statut, rien qui disait aux acheteurs que c'était l'avenir de la voiture familiale. Elle était en concession à côté de la Scénic normale, un peu plus chère, un peu plus rugueuse stylistiquement, et la plupart des acheteurs ne voyaient tout simplement pas d'intérêt. Pendant ce temps, au Japon, personne ne copie encore le style. Ils construisent quelque chose de plus lent et beaucoup plus dur à imiter, une réputation. Toyota et Honda passent les années 90 et le début des années 2000 à devenir tranquillement les noms auxquels les gens font confiance avant même d'avoir ouvert la portière. Ce genre de confiance n'apparaît pas sur une fiche technique et n'apparaît pas en une seule année modèle. Il apparaît sur des décennies de moteurs qui ne tombent pas en panne et de concessionnaires qui ne vous mentent pas. Voici donc une comparaison qui devrait vous déranger. Regardez-les. Lequel est sorti en premier ? La plupart des gens deviennent mal. L'une est la Renault Scénic RX4, construite en 2000. L'autre est la Nissan Qashqai, construite en 2007. 7 ans d'écart, même cible d'acheteur, même silhouette, et on arrive à peine à dire laquelle est sortie en premier juste en la regardant. L'une devient une note de bas de page, l'autre devient l'une des voitures les plus vendues en Europe pendant plus d'une décennie. Les 3 ingrédients étaient presque réunis. On a répondu à 3 questions. Et la 4e voiture de l'histoire est déjà là, sous les yeux de tout le monde, mais personne ne l'a encore remarqué. Pourquoi l'une est-elle devenue une curiosité et l'autre un phénomène mondial ? Gardez cette question parce que la réponse n'est vraiment pas à propos de la voiture du tout. Quelque chose d'autre est sur le point de changer et ça n'a rien à voir avec l'ingénierie. Le pivot, quand les acheteurs ont arrêté de vouloir de l'utilité. Quelque part entre 2005 et 2010, tout le marché glisse tranquillement sous les pieds de tout le monde. Aucune voiture unique ne le provoque, aucune entreprise ne l'annonce. Ça arrive simplement, année modèle après année modèle, jusqu'au jour où les chiffres ont l'air complètement différents. Jusqu'à ce point, les acheteurs entraient dans une concession et posaient une seule question. Que peut faire cette voiture ? C'est tout. C'est la seule question qui a importé pendant des décennies. Garde-sol, charge utile, capacité de remorquage.
Ceux qui répondaient le mieux à cette question gagnaient la vente. Puis quelque chose change, lentement, discrètement, sans aucun communiqué de presse pour l'annoncer. Les acheteurs commencent à poser une question différente à la place. Que dit cette voiture sur moi ? La garde au sol arrête de vendre des voitures. Les chiffres de charge utiles arrêtent de vendre des voitures. Les sièges en cuir commencent à vendre des voitures. Les écrans tactiles commencent à vendre des voitures. Le badge sur le capot commence à vendre des voitures, tout seul, avant même qu'une seule fiche technique soit lue. Et c'est exactement le moment où le jeu discret d'aspiration de l'Allemagne depuis les années espace finit par payer. Ils ont passé 2 décennies à construire l'idée qu'un badge veut dire quelque chose. Maintenant, les acheteurs font la queue pour payer cette idée. Et la France est encore là-bas, en train de répondre à la question d'ingénierie, celle que plus personne ne pose. Mais la France a encore une chance. Et fidèle à elle-même, elle pose la question la plus française de toutes. Dernière question, comment gagner quand les acheteurs n'achètent plus l'ingénierie ? 2014. Citroën Cactus, air bumps courant le long des portes, construction légère sur toute la carrosserie, un intérieur épuré et des coûts d'entretien assez bas pour faire sourire un comptable. Ce n'est pas une voiture lifestyle ni un symbole de statut, c'est une réponse d'ingénierie à un problème économique. Comment construire quelque chose en forme de SUV qui coûte presque rien à posséder ? Sur le papier, ça tenait parfaitement la route. Moins de poids signifie moins de carburant brûlé. Moins de pièces signifie moins de choses à casser. Les air bumps signifient qu'une bosse sur un parking ne coûte rien au lieu d'une facture de carrosserie. Sauf que les acheteurs avaient déjà tourné la page. Ils ne voulaient plus quelque chose de peu cher à faire rouler. Ils voulaient des écrans tactiles géants, du cuir ou quelque chose d'assez proche. Ils voulaient la sensation de monter dans le monde, pas la sensation d'économiser 300 € par an sur l'assurance. Audi et le reste de la gamme allemande ne concurrencent plus sur l'ingénierie astucieuse. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà convaincu toute une génération d'acheteurs que du cuir surpiqué importe plus qu'un panneau de porte qui pèse 2 kg de moins. Donc le verdict sur le Cactus est simple. Voiture intelligente, mauvaise décennie. Elle a résolu un vrai problème sur un marché qui avait déjà arrêté de se soucier des problèmes et qui avait commencé à se soucier de l'image. 4 voitures, 4 décennies, 4 entreprises différentes au sein de l'industrie française. Aucune ne parlant aux autres, aucune n'étant consciente qu'elle écrivait des chapitres de la même histoire. Rancho, Espace, RX4, Cactus. Chaque fois, la France est arrivée la première. Chaque fois, la question d'ingénierie a été résolue avant même que quiconque sache qu'il fallait poser la question. Mais voici la phrase qui explique vraiment ce qui s'est passé. La France n'a cessé de demander comment rendre ça plus intelligent. Tout le monde d'autre a demandé comment faire en sorte que les gens veuillent ça. Ce sont 2 métiers complètement différents. Et un seul d'entre eux remplit une concession. Les Allemands n'ont pas inventé le crossover. Ils ont inventé la manière de convaincre tout un continent qu'il en avait besoin. C'est la phrase qui a décidé qui gagnait tout ça. Pas une fiche technique, pas une boîte de transfert. Pas une seule décision d'ingénierie prise dans un studio de design français. Les ingénieurs français ont construit le SUV moderne, pièce par pièce, pendant 30 ans. Ils ont simplement oublié une dernière pièce. Le client. Alors dites-nous, laquelle de ces 4 méritait de gagner et ne l'a pas fait ? Mettez-le en commentaire et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous au Garage Français.